Bienvenue sur Tempête de cerveau, le podcast qui offre la parole à des personnes qui, de par leur spécificité, ne sont pas assez écoutées. Laissez-les s'exprimer et vous faire voyager à travers des tumultes d'idées au sein d'une tempête de cerveau. T-S-A. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de Tempête de cerveau. Nous sommes avec Isabelle, Bonjour. Quentin Bonjour. et Olivier. Bonjour. Et moi je suis Jean-Loup. Nous sommes tous membres du GEM au cœur. Olivier, tu peux nous présenter le GEM s'il te plaît ? Oui, tout à fait. Le GEM est avant tout un lieu de rencontre et de partage. Ils sont proposés différentes activités, des sorties et autres projets basés sur les envies, les besoins et la participation de ses adhérents. Le GEM est ouvert à toute personne qui se reconnaît dans les troubles du spectre de l'autisme de niveau 1, notamment sujette au sentiment d'isolement résultant d'une difficulté à communiquer et à gérer les interactions sociales. Et vu que le mois d'avril est le mois de sensibilisation à l'autisme, nous vous invitons à écouter nos témoignages sur ce sujet. On va d'abord commencer par débunker des idées reçues. Quentin, tu veux prendre la parole ? Vas-y. Effectivement, il y a plein d'idées reçues sur l'autisme, comme quelque chose avec déficience intellectuelle, sauf qu'il y a des personnes autistes qui sont pas forcément, qui n'ont pas de problème de déficience intellectuelle. C'est notre cas à tous ici, j'imagine. Mhm. Et voilà, et on a souvent des idées reçues, en partie à cause des médias et de l'histoire. Des idées reçues culturelles en partie qui sont un peu qui mettent pas vraiment en avant et qui nous rendent pas service, on va dire. Je rebondis sur ce que Quentin disait pour dire que il y avait autant de spectres, il y a vraiment tout un éventail de spectres, donc il y a chacun qui a ses spécificités et on peut difficilement tous caler tout le monde dans le même bateau, donc voilà. L'autisme, c'est quelque chose on l'appelle avant tout le handicap invisible. C'est quelque chose qui ne se remarque pas forcément et parfois on peut passer à côté d'une personne autiste et ne pas la remarquer. Et aussi, des fois, quand on essaye de discuter avec des personnes qui sont qui n'ont pas forcément ce handicap, quand on essaye de discuter avec ces personnes, des fois, on a des sous-entendus, des fois, on ne comprend pas ce qu'on attend de la personne qui est en face de nous, et des fois, ça peut aussi marcher dans l'autre sens, c'est-à-dire que les personnes peuvent ne pas nous comprendre aussi. Et parfois, le dialogue, ça reste assez compliqué. Donc, du coup, les interactions sociales aussi sont pour le coup assez difficiles. Moi, on va dire, je sais pas si c'était vraiment une idée reçue, mais on va dire c'était plutôt à une période de ma vie. On va dire au collège, c'était beaucoup utilisé comme insulte. C'est pour ça que bon, à un moment, je me suis pas posé la question. Pour moi, j'étais normal, je voulais être comme tout le monde. D'ailleurs, j'ai toujours envie qu'on me considère comme une personne normale. De toute façon, il y a même le terme de normalité. Pour moi, c'est quelque chose de superflu, qui n'existe pas vraiment. Et souvent, c'était plutôt parce que je m'exprimais bizarrement et en quelqu'un de vraiment bizarre, qui se comporte bizarrement avec les autres, qui parle tout le temps très fort, etc. Ou qui reste enfermé dans un bulle qui parle à personne et qui s'en fout un peu des autres, sauf que c'est pas vraiment le cas dans le cas, justement, il y a beaucoup d'empathie, etc. C'est juste qu'on a un peu du mal à exprimer en fait les choses. Moi, en fait, c'était difficile, surtout quand j'étais à l'école et plus particulièrement au collège. Les enfants sont souvent très durs envers d'autres enfants. Et moi, moi, en ce qui me concerne,
j'ai beaucoup subi des brimades, du harcèlement et aussi parfois de la violence à mon encontre. Et tout ça parce que j'étais différent des autres et que je m'intégrais pas forcément au groupe et que j'avais pas forcément les mêmes centres d'intérêt par rapport à mes camarades de classe. Du coup, c'était très difficile de trouver ma place au sein du collège et ça s'est poursuivi malheureusement au lycée aussi. Du coup, ça a été des périodes un peu de ma vie qui étaient un peu difficiles. Pour essayer de m'intégrer au groupe, des fois, j'avais des petites stratégies où j'essayais de me fondre un peu comme un caméléon, mais je m'y prenais de manière maladroite et du coup, c'était, euh, c'était forcément, ça se voyait que j'étais différent et c'était difficile de m'intégrer plus au, au groupe. Personnellement, avant de faire mon diagnostic, pour moi, l'autisme, c'était vraiment quelqu'un qui était dans sa bulle, qui n'interagit presque pas avec les autres, ce qui est d'ailleurs un des plus gros clichés, parce que rien que nous, au sein du GEM, bah, on partage des moments, on interagit, on a fait certains trucs, on partageait nos passions, on fait des jeux de société, on s'adresse même à du public. Ben, rien que le podcast, par exemple, c'est une preuve qu'on s'intéresse un peu quand même aux autres et qu'on veut partager avec vous, en fait. Moi, enfin, quand on parlait d'autisme, je voyais souvent, enfin, je me faisais l'idée de stéréotypies, donc des mouvements répétitifs et des personnes qui avaient tendance à crier beaucoup. Alors, depuis que je viens là, je vois qu'il y a quand même quelques comportements qui ont des stéréotypies, mais que c'est franchement infime. Et donc voilà, et après, oui, comme je disais, vraiment chacun a ses spécificités, donc c'est vraiment très réducteur de mettre tous dans une case. Souvent, on idéalise les personnes autistes comme des personnes ayant, ayant des capacités hors normes, mais c'est pas tous les autistes. Et certains peuvent avoir cette spécificité, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau, on va dire, et d'autres ont pas ces spécificités aussi marquées, mais sont dans la moyenne au niveau intellect. D'ailleurs, ouais, pour revenir sur ces stéréotypes et voilà, et sur les films, je trouve il y a certains films, on va dire, qui un peu présentent des personnes autistes, mais qui restent encore beaucoup stéréotypés justement dans la vision de ce qu'est l'autisme. Même si actuellement on essaye un peu de montrer différemment des personnes autistes, je trouve que c'est encore assez maladroit. Et du coup, on va dire, sur les idées reçues, on n'est pas encore au point là-dessus. C'est pour ça, heureusement, qu'on peut s'exprimer, ben, par exemple, dans ce podcast. Voilà, parce que souvent, les gens ils disent, ah, moi j'ai vu Rain Man, ah, cette personne est autiste. Dans Rain Man, ah, j'ai vu Big Bang Theory, ah, peut-être que Sheldon est autiste. Et d'ailleurs, en parlant de débunker les idées reçues, nous pouvons aussi parler des difficultés relationnelles. Parce que, en effet, certaines personnes ont plus de difficultés que d'autres, mais certaines autres n'ont pas ces difficultés. Donc, nous pouvons parler des difficultés qui sont ressenties par les membres ici présents. Par exemple, moi j'ai beaucoup de mal, par exemple, à trouver mon âme sœur et aussi à me faire, des fois, à me faire des amis en dehors du GEM. Et du coup, pour moi, c'est très difficile d'aller vers l'autre. Et aussi, c'est très difficile aussi par rapport au fait de ressentir aussi certaines émotions. Du coup, je passe forcément en phase avec la personne qui est en face de moi. Et du coup, la communication est un peu trouble. Et pour moi, c'est difficile. Et puis, il y a aussi le fait que je suis un grand timide aussi. Et, et du coup, ça aide pas trop.
et des fois j'en perds mes mots, et c'est, c'est pas évident. D'ailleurs, à propos des difficultés aussi justement d'entrer dans la discussion aussi, il y a ce qu'on peut aussi appeler les small talk. Je sais que dans beaucoup de personnes, enfin que beaucoup de personnes autistes, je pense que dans ici ont du mal avec les small talk. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un small talk? C'est simplement un peu des discussions vraiment hors contexte, juste pour lancer une discussion justement. Et je sais, moi, particulièrement, j'ai du mal à entrer dans une discussion s'il n'y a pas de rapport ou d'intérêt à la discussion. Oui, moi c'est ça. C'est pas tant que j'y vois pas que j'y arrive pas à faire des small talk, c'est que souvent j'y vois pas d'intérêt. C'est vraiment juste de la conversation qui est là pour combler du vide, mais j'ai l'impression qu'on a peut-être moins besoin de combler du vide souvent, selon les personnes. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est beaucoup au niveau de l'intérêt d'un small talk aussi que j'ai du mal. Je préfère rentrer dans une discussion vraiment passionnante, genre c'est un sujet qui m'intéresse, en particulier de mes intérêts spécifiques, ou tout simplement de quelque chose que j'ai envie d'infodumper, par exemple, sur les choses. Un truc aussi, je trouve, qui est pas mal aussi, enfin dire, handicapant, entre guillemets, aussi dans les relations sociales, c'est aussi tout simplement le fait parfois d'être. Enfin, c'est ce qu'on me dit souvent, c'est que j'ai l'impression d'être un peu froid, distant, sauf que c'est pas vraiment le cas. C'est juste que ma manière de m'exprimer est comme ça, ou que j'ai besoin enfin, on va dire, de recharger ma batterie sociale. Et malheureusement, beaucoup de personnes neurotypiques ne comprennent pas ça. Et ça peut amener à des quiproquos, en particulier justement quand on est invité quelque part, etc. Bah, moi, concernant les difficultés relationnelles, je sais que, par exemple, ça me coûte beaucoup d'efforts et je sais que les personnes neurotypiques, c'est plus facile pour elles, mais ça me coûte beaucoup d'efforts parce que enfin, je mets peut-être plus de temps à formuler dans ma tête ce que je veux dire et après à le dire. Et donc, du coup, bah, je sais que, par exemple, dans des soirées, parfois, j'ai l'impression d'avoir un peu un décalage par rapport aux autres et que c'est très fatigant. Mais je profite quand même de rapports, que ce soit en soirée ou par exemple au GEM, pour rencontrer justement d'autres personnes qui peuvent avoir ces difficultés et ça me permet justement de voir toutes les spécificités et de voir que ça va, hein. On s'en sort quand même. Alors, quand j'étais plus jeune, en fait, j'avais une passion dévorante pour tout ce qui concerne les sciences, en particulier la météo. C'était ma passion. Et j'en parlais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'essayais d'attirer l'attention de mes camarades en classe pour leur parler de mes passions, de ma passion pour la météo. Et très souvent, je ne me rendais pas compte que ça pouvait être trop pour eux et enfin peut-être trop technique aussi parce que des fois je rentrais un peu dans des détails un peu qui étaient assez techniques et du coup on pouvait pas très bien comprendre ce que je dis et donc du coup ça provoquait un ennui chez les personnes qui m'écoutaient en fait et du coup moi je me sentais mal par rapport à ça parce que je comprenais pas pourquoi ça se passait de cette manière alors que j'essayais tout simplement de partager ma passion avec les autres. Ah bah, merci Olivier pour ton intervention parce que ça nous amène au point que nous avions prévu d'aborder à la base, les intérêts spécifiques. Bah, je tiens à dire que toutes les personnes n'ont pas, par exemple, d'intérêt spécifique. Moi, par exemple, je ne crois pas en avoir. J'ai des sujets qui m'intéressent, oui, bien sûr, mais pas au point de certaines personnes comme toi et la météo.
Oui, du coup, mon intérêt spécifique était centré sur la météorologie. J'en ai parlé au début. J'ai même un temps poussé enfin, les recherches et j'ai voulu en savoir beaucoup sur le sujet. Donc, du coup, je me suis documenté à ce sujet et j'ai développé avec le temps des compétences qui m'ont amené à passer un diplôme en 2005 à Aix-en-Provence, dans un centre à Météo France, où j'ai obtenu ce diplôme avec brio, puisque j'ai eu une mention assez bien. Et ça m'a permis aussi de voir les instruments qu'il y avait au parc à Météo France. J'étais dans mon univers ce jour-là, c'était en juillet 2005. Et il y avait plein d'instruments autour de moi. Ce jour-là, j'étais très heureux de voir tout ça et ça me donnait des rêves. Enfin, je voulais en faire mon métier. Malheureusement, j'ai pas pu parce que j'ai des problèmes au niveau du calcul avec les nombres, les chiffres. J'ai des problèmes de concentration et du coup, pour devenir météorologue, il faut être très très bon en maths. Ah bah, je trouve ça vraiment très drôle que tu dises que tu as des problèmes avec des nombres alors que tu es trésorier de l'association Assotiste qui gère le GEM. Je suis pas passé jusqu'à faire. Enfin, si, j'ai fait des études en SVT bio. Justement parce que mon intérêt spécifique, enfin, un de mes intérêts spécifiques, j'en ai pas qu'un. Voilà, faut savoir que c'est pas forcément qu'un seul truc, les intérêts spécifiques, ça peut être plusieurs choses, ou un éventail large, Ou rien du tout. ouais, ou rien du tout. Voilà, on va dire ça dépend vraiment des personnes. Moi, un de mes intérêts spécifiques, pour l'instant, ça reste les insectes. Et du coup, j'ai fait une licence SVT biodiversité et écologie. Et justement, on va dire que ça m'a beaucoup interpellé. On a fait pas mal de choses. On a beaucoup fait sur. Il y avait toute une partie vraiment sur ce qu'on appelle les arthropodes, etc. Euh, on va dire que j'ai trouvé ça plutôt stimulant. Malheureusement, moi, c'était pas une histoire de calcul, etc. C'était peut-être à cause de ma manière de penser que ben, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de ce que je voulais faire à la base au niveau des études, des études en biologie, etc. On va dire, j'avais pas la même réflexion. M'a un peu tout simplement fait réfléchir et du coup maintenant on va dire je me penche plutôt sur mes autres intérêts spécifiques. D'ailleurs j'avais juste une question, est-ce que parfois ça vous arrive parfois d'avoir de perdre un peu intérêt dans vos intérêts spécifiques? Parce que moi ça m'arrive parfois aussi. Moi, ça m'arrive tous les jours vu que j'ai pas d'intérêt spécifique. Ouais, toi c'est l'extrême. Il m'arrive parfois d'avoir des pertes d'intérêt dans mes passions, très souvent parce que parfois j'ai des troubles aussi de l'humeur qui me provoquent parfois de la fatigue. Et, euh, et du coup, la concentration est pas souvent au rendez-vous. Et des fois, ça peut durer assez longtemps. Et des fois, quand je suis dans cet état où j'ai pas enfin, où j'ai pas d'envie, pas de motivation pour faire quoi que ce soit, ça peut être long. Je peux trouver le temps très long. Et c'est très difficile pour moi des fois, de m'extraire de cette torpeur. Et des fois, je retrouve l'envie de faire des choses qui me plaisaient avant. Là, en ce moment, c'est le cas. Je me remets à faire des dessins, à refaire de la musique. Je me remets à faire plein de choses. Et là, en ce moment, je suis plutôt dans la phase où je sors un peu de la tête hors de l'eau pour pour m'émerveiller à nouveau de mes passions qui faisaient toute ma singularité.
Et oui, enfin, je voulais aussi rappeler à nos auditeurs ou auditrices que là, nous sommes quatre et sur ces quatre, il y a deux personnes avec des intérêts spécifiques, mais qu'il y a une ribambelle de personnes qui ne sont actuellement pas là, mais qui ont des intérêts spécifiques et qui nous en font part assez régulièrement, ce qui est très intéressant, car ça permet à tout le monde d'en apprendre un peu plus sur beaucoup de sujets. D'ailleurs, prochainement, on aura sûrement un programme pour que ces personnes-là puissent nous présenter leur intérêt spécifique pendant quelques minutes. Vous, comment vous faites pour gérer ces spécificités au quotidien? Ah, en ce qui me concerne, l'hypersensibilité chez moi, en fait, quand il y a un endroit où il y a trop de bruit, soit je mets des boules qui ou alors un casque qui réduit très facilement le bruit. Et du coup, ça me permet d'être plus concentré, d'être dans ma bulle. Donc voilà, c'est super pour ça. D'ailleurs aussi à propos de l'hyperacousie et de la misophonie, parce que c'est deux choses qui sont pas forcément la même chose, mais qui peuvent être très connectes. Moi, aussi, j'avais trouvé sur internet, c'est comme des bouchons d'oreille, mais spécifiques ou qui peuvent filtrer le son. Ça peut être life saving euh, pour nous, pas forcément des personnes autistes, mais en particulier pour nous. Je trouve que ça peut être une très bonne option. Et voilà, moi en général aussi, quand il y a trop de bruit, j'essaye soit de trouver ce genre d'outils, ou sinon j'essaie juste de couper le son et de m'allonger pour essayer on va dire, de calmer mon système nerveux dans ces cas-là. Dans mon cas, moi, je suis très sensible aussi au bruit et c'est intrinsèquement lié à ma fatigabilité. Donc, l'un ne va pas sans l'autre et donc je sais que je vais faire le forcing toute la journée où peu m'écouter, où je peux prendre des précautions, mais c'est vraiment pas régulier. Et je sais que le soir, je serai vraiment extrêmement fatiguée et que j'aurai besoin de beaucoup de calme. Et je sais que bah, j'ai de la chance car j'habite avec une personne qui prend vraiment soin de ça et qui a mis en place des stratégies pour savoir où j'en suis par rapport à ça, qui respecte totalement ma condition. Du coup, pour parler de l'hyperacousie, très souvent, je ne sais pas vous, mais je pose la question, est-ce que ça vous dérange des fois quand, par exemple, une personne mange à côté de vous, que vous soyez crispé par le bruit ou pas? Parce que moi, ça m'arrive très souvent et des fois, je peux m'énerver simplement pour dire à la personne de manger, mais en faisant le moins de bruit possible. Moi, ça va, ça me gêne pas tellement. Ah bah moi, si, moi ça m'arrive souvent, mais il y a pas que ce type de bruit aussi, il y a un bruit que j'ai remarqué qui m'énervait beaucoup, c'est les bruits des gens qui respirent fort. Ça, je trouve ça vraiment désagréable, surtout quand, par exemple, c'est vraiment un cas qui m'arrive souvent, c'est genre quand je suis en discussion téléphonique ou en vocal, genre Skype, Discord, la personne elle se met à respirer très fort et j'arrive plus à me concentrer avec ce genre de bruit. C'est pareil avec les bruits de, de bouche, et les crissements, tout ça, c'est quelque chose vraiment que je trouve assez désagréable et les gens souvent se rendent pas compte que pour une personne euh, neurodivergente, c'est-à-dire enfin, une personne neurodivergente, c'est une personne qui est autiste ou qui a un TDAH, etc. D'ailleurs, le TDAH, pour ceux qui ne savent pas, c'est un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui est en général quelque chose qui peut coexister avec le TSA. Et voilà, donc du coup, dans ce cas-là, tout simplement, l'hyperacousie est quelque chose qui est assez commune.
Moi, en tout cas, pour gérer les spécificités, il y a un truc que je conseille pas, c'est de se suradapter et de les ignorer pendant des années. Ça marche pas de fou. C'est vraiment pas très pratique. Du coup, après, il faut tout réapprendre et apprendre à les gérer, c'est compliqué. Quand on a pris trop l'habitude de les ignorer, c'est pas fou. Je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est ce qu'on appelle, enfin, chez nous, le masking, tout simplement. Et moi, je sais que, enfin, me suradapter et faire du masking, enfin, je pense que ça a beaucoup arrivé chez beaucoup d'entre nous, c'est de faire un burn-out autistique à cause de ça. Donc, en gros, c'est vraiment qu'on s'effondre sur soi-même, qu'on finit en shutdown parce qu'on s'est trop suradapté et qu'on perd tout simplement nos capacités pendant un moment. Du coup, moi, ce que j'essaye d'apprendre actuellement pour essayer de régler ça, c'est tout ce qui est respiration, enfin, des techniques de relaxation, de respiration et vraiment éviter les surstimuli comme on a parlé tout à l'heure. J'avais pas forcément conscience que j'avais une sensibilité au bruit. Et du coup, des fois, je rentrais le soir à la maison très, très éreinté de ma journée et en me demandant que j'avais pas fait forcément d'efforts. Je pensais pas avoir fait trop d'efforts en classe pour me sentir très fatigué et je savais pas pourquoi j'étais dans cet état. Et après, je me suis rendu compte plus tard que c'était justement des facteurs multisensoriels que j'ignorais, comme le bruit, la lumière, les brouhahas, tout ça. J'ai pris conscience qu'avec le temps, ça pouvait user très rapidement mes batteries et que je finisse ma journée complètement fatigué, sans énergie à faire quoi que ce soit. On a eu un peu l'occasion de parler de comorbidité, alors ça m'a fait penser à l'anxiété qui est présente chez beaucoup de nos membres, dont moi compris. Et je me suis rendu compte que depuis que bah, quelques années, depuis qu'on m'a annoncé que j'avais un TSA, c'est que depuis que je fais beaucoup plus attention à mon quotidien, à mes ressentis, mes émotions, et ben j'en souffre beaucoup moins. Alors je dis pas que c'est parfait, hein, c'est clair et net, mais c'est quand même beaucoup plus vivable maintenant en m'écoutant. Donc je vous conseille à tous d'être à l'écoute de vous-même. Et moi, il y a un truc que je commence à appliquer, ce qui s'appelle la théorie des cuillères. Donc en fait, c'est une théorie qui permet de doser son énergie au cours de la journée, la semaine. Je vous conseille d'ailleurs de regarder sur Internet ce que c'est, parce que c'est vraiment très intéressant. Ça marche très bien sur l'autisme, mais ça peut s'appliquer sur d'autres types de handicap. Peut-être que certainement on mettra peut-être une petite référence en description. Ça pourra peut-être vous aider, je pense. Une des difficultés aussi je pense qu'on a sur beaucoup d'entre nous, c'est des difficultés de planification et de priorisation. Tout simplement, c'est une difficulté, mais qui peut être aussi liée à un des troubles coexistants qui est le TDAH. Donc, justement, où vraiment on a vraiment du mal à s'organiser, à coordonner sa journée. Et d'ailleurs, souvent, c'est planifier les imprévus, tout ça. Ça aussi, c'est quelque chose qui est difficile pour les personnes autistes. C'est gérer les imprévus et ça, qui peut d'ailleurs être relié aussi à la planification. Et une des choses qui est ultra stressante aussi dans cette planification, gestion de journée, c'est tout simplement euh, les appels téléphoniques. Genre vraiment, pour moi, c'est l'horreur quand on essaye de m'appeler par un téléphone que je ne suis pas préparé et que je dois m'organiser avec cet appel. Concernant le téléphone, c'est pareil pour moi. J'ai beaucoup de mal à discuter avec mon interlocuteur. Et moi, je ne supporte pas non plus le téléphone par rapport au fait que pour moi, ça constitue une barrière physique. Et du coup, j'ai pas la personne en face de moi pour discuter
et je suis peut-être pas assez naturel aussi pour exprimer ce que je veux dire. Et du coup, des fois, je cherche mes mots. Des fois, il y a des blancs qui s'installent et moi, les blancs, c'est pour moi très gênant. Et du coup, ça me provoque un stress trop important. Et du coup, je suis très très mal à l'aise au téléphone. Je sais pas si c'est pareil pour mes autres. Mais ouais, j'ai la sensation que c'est un truc qui revient assez souvent, hein. Moi, c'est pareil, le téléphone. Même les gens que je connais très bien, j'ai du mal à les avoir au téléphone. Je trouve pas ça naturel du tout. Et c'est assez compliqué. Et j'ai ça aussi avec les FaceTime. Pourtant, je vois les gens, mais je trouve ça très dur à tenir et trop bizarre. Je suis vraiment pas à l'aise. Moi, ça m'a fait penser à... On a quelques séances avec le planning familial à nos actifs et on avait parlé des silences justement et du fait que certaines personnes ne supportent vraiment pas du tout le silence alors que d'autres justement bah, ça leur est quelconque. Mais oui, on a vu que certaines personnes étaient vraiment très 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 sensibles au silence dans les conversations ou dans des situations sociales. Aussi, moi, il y a un truc aussi que je trouve vraiment, que ce soit FaceTime ou au téléphone, tout court, moi, qui me gêne beaucoup, c'est justement le fait que, enfin, déjà, comme on a dit, on voit pas l'interlocuteur, mais aussi le fait que c'est en général, on doit savoir ce qu'on doit dire au téléphone, et souvent, les personnes qui sont au téléphone, on va dire, elles sont un peu comment dire, dans l'impatience un peu, genre, ils veulent qu'on leur réponde directement sur les choses. Du coup, moi je sais que j'ai besoin de, comme disait tout à l'heure Isabelle, de formuler ce que je dois dire et de calculer comment je dois réagir à une situation dans ma tête. Vu qu'on est au téléphone, les choses sont ultra condensées et on doit broder avec ça et j'ai souvent l'impression que moi au téléphone, les personnes perdent patience parce que j'essaye de leur répondre comme je peux, sauf que parfois il y a des blancs qui se forment parce que justement je suis en train de calculer la chose et de réfléchir. Merci Quentin. Du coup, on arrive à la fin de notre épisode. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pour moi, en ce qui me concerne, bon, j'ai trouvé l'expérience sympa. Peut-être un peu au départ, je savais pas trop quoi dire et aussi des fois j'avais un peu le trac. Ça me fait penser aussi au téléphone aussi quand j'ai le trac. Et donc du coup, au fil de la discussion et au fil du débat qu'on a initié avec les membres, ça a été beaucoup plus fluide et les questions pertinentes se sont entrecoupées. Non, mais ouais, je pense qu'on était plusieurs dans ce cas-là. C'était une première. Il fallait essayer, il fallait s'y habituer. Ça sera mieux ceux d'après. Ouais, Ce et sera plus fluide. puis ouais, je trouve qu'en plus on a quand même pas mal échangé sur le sujet, des choses que en discussion on n'a pas forcément eu beaucoup le temps d'aborder, mais que au final, je pense que c'est un bon exercice en plus et je trouve que même pour la communication et tout, nous qui avons un peu de difficulté parfois à communiquer, etc., interagir, je trouve qu'on s'est plutôt bien sorti, je trouve. Moi, je rejoins mes compères, c'était très sympa. Et je me dis, sur d'autres sujets, ça va être tout aussi intéressant. Parce que vraiment, il y aura peut-être, sûrement, peut-être, probablement, je ne sais pas, d'autres personnes, donc d'autres points de vue. Et ça va être vraiment très chouette. Donc vous êtes chaud pour en refaire d'autres Bien sûr. avec d'autres personnes Oui, sur d'autres sujets. Oui. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt dans Bordel de cerveau.